tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sur un sujet qui touche la littérature, le cinéma, les œuvres en général, c'est le héros et méchant. La philosophie va s'intéresser à ce sentiment de méchanceté, à ce rapport au bien et au mal. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, nous dit « La question du bien et du mal demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonne foi. C'est un jeu d'esprit pour ceux qui disputent. Ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes. » Et la littérature va exploiter de manière récurrente cette opposition. Il n'y a pas de héros sans un grand et beau méchant en face de lui qui peut lui donner la réplique et qui peut lui permettre de s'exprimer dans sa bonté, dans sa construction. Notre question va être donc de savoir ce qui va, dans un premier temps, définir le héros méchant. Qu'est-ce que la méchanceté? Qu'est-ce que le bien et le mal? Et puis, essayer de voir aussi pourquoi on aime tant ces héros méchants. Pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à nous fasciner? Pourquoi est-ce qu'une bonne histoire ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ces héros mythiques animés de mauvaises intentions? Donc la majorité des histoires littéraires, cinématographiques, les contes, même les œuvres d'art, vont être construites sur une opposition entre un héros et un contre-héros, entre une figure du bien et une figure du mal. Ce que nous allons essayer de regarder ensemble dans un premier temps, c'est quelles sont les structures psychologiques, quels sont les archétypes du héros méchant, comment vont-ils pouvoir se construire dans une histoire, quels vont être leurs différents profils. Nous allons essayer, dans une première émission, d'être le plus exhaustif possible. Quel va être les profils du héros méchant? Nous allons très vite dépasser la vision purement manichéenne des choses pour nous apercevoir que le bien et le mal est parfois séparé par une frontière extrêmement floue, et parfois le héros va être à la fois le bon héros et le méchant héros. Dans une seconde émission, nous essaierons de nous attacher à un héros méchant particulier qui va marquer à la fois la littérature du comics et le cinéma. C'est le personnage du Joker dans Batman. Et puis enfin, dans une troisième émission, nous verrons également un personnage issu de la littérature, mais beaucoup plus connu au niveau du cinéma, un personnage qui va avoir des dimensions psychologiques et psychiatriques, qui va être Hannibal Lecter. Qu'est-ce qui va faire un bon héros méchant et pourquoi est-ce qu'ils vont être si attachants? Pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un méchant. La méchanceté, même si elle va être extrêmement subjective dans les faits, sur le fond va être relativement claire. Il s'agit d'une transgression des règles morales, des règles éthiques, voire de la légalité.
Certains héros ne vont donc pas pouvoir rentrer dans notre étude. Le premier exemple que j'aurais envie de vous donner, c'est le personnage d'Alien. Il n'est pas méchant tout simplement parce qu'il est de nature un prédateur, qu'en effet il va faire du mal, mais que c'est sa fonction première. Il est un prédateur. On ne peut absolument pas qualifier un prédateur de méchant puisqu'il n'est pas dans un processus de transgression morale. Ce personnage qui malgré tout fait énormément souffrir les héros ne va pas pouvoir être qualifié de méchant. Je vais passer également très rapidement sur les personnages à une dimension, les bêtes et méchants qui ne vont pas trop nous intéresser dans notre sujet par tout simplement manque de complexité. Je vous prends juste l'exemple un petit peu amusant dans le dessin animé Pikachu de la Team Rocket, qui vont juste être des idiots méchants dont la seule fonction finalement va être d'être drôle. Nous allons tout de suite attaquer des exemples beaucoup plus intéressants, à mon sens, de héros méchants qui vont avoir une vraie dimension littéraire ou cinématographique. Et le premier profil que je vous propose de regarder ensemble, c'est celui du héros destructeur qui a perdu confiance en la société, qui a perdu confiance dans les valeurs, que ce soit les valeurs de l'amour, les valeurs du monde, etc. Et le premier personnage qui m'est venu à l'esprit, c'est bien entendu le personnage de Dark Vador. Dark Vador qui va ne pas être méchant à la base, mais le devenir par une suite de souffrances, souffrances de manque de reconnaissance de ses semblables, souffrances liées à sa séparation avec sa mère, et puis souffrances liées à sa rupture amoureuse. Où est Padmé? Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tué. Ce personnage qui a une forte dimension christique dans sa souffrance, christique également dans sa naissance, puisqu'il est né d'une vierge, comme la Vierge Marie, va nous permettre finalement de découvrir un être sombre qui aurait pu, dans l'absolu, être un élu et qui finalement va s'épanouir dans le côté obscur, dans la méchanceté, dans la transgression morale, jusqu'à finalement être dans une démarche de rédemption et revenir dans le côté lumineux. Le deuxième profil de méchant, un petit peu complexe, que je vous propose de regarder, c'est le méchant qui va transformer sa méchanceté en un discours positif. Il est destructeur, mais il prétend être au contraire animé de bonnes intentions. Ce profil peut être illustré par cette citation
de Diderot. Dans Éloge de Richardson, Diderot nous dit « Un bien présent peut être la source d'un grand mal, un mal la source d'un grand bien. » L'exemple de ce profil psychologique du méchant que j'ai décidé de vous présenter, c'est Thanos dans les comics que l'on va retrouver au cinéma dans la série des héros de la galaxie. Thanos est, comme Dark Vador, un personnage qui a beaucoup souffert, qui a été rejeté par sa famille dans l'œuvre des comics, et qui va être animé d'une force destructrice assumée. Il va avoir comme démarche de détruire la moitié des êtres vivants de l'univers. Cette démarche, qui pourrait être assimilée à un génocide, il la défend comme une sorte de recherche de nouvel équilibre, comme quelque chose qui va finalement être un mal nécessaire pour sauver l'univers. C'est presque une dimension leibnizienne que nous retrouvons chez Thanos, où finalement le mal apparent ne va être qu'un bien qui va échapper à la petitesse du regard de l'être humain, au contraire de lui en tant qu'être semi-divin qui va être capable de rétablir un équilibre et une harmonie par cette force destructrice. Ce profil de Thanos, nous le faisons suivre d'un autre profil de méchant que nous développerons de manière plus large et plus détaillée dans une vidéo qui suivra, qui est le profil du méchant esthète. Ici, dans la littérature ou dans le cinéma, on a des personnages qui sont le plus généralement atteints de maladies mentales, et qui vont considérer le mal, considérer leur crime sous un regard esthétique. S'ils tuent, c'est parce qu'ils vont être amoureux du sang. Ils vont trouver que la mort, la souffrance, a une dimension esthétique. C'est dans la littérature le personnage que va développer Sade, par exemple, avec Dolmancé. Et puis, dans la littérature et dans le cinéma, c'est le personnage d'Hannibal Lecter qui va avoir une vision gastronomique de ses victimes, qui va être dans une sorte de raffinement à tuer ses victimes et à les dévorer. Alors, au-delà de ces méchants, avec une seule dimension liée à leur cruauté et à leur transgression morale, nous avons les héros ambigus. Le premier qui marque l'œuvre cinématographique, ça va être le héros de Batman. Ces motivations de super-héros ne sont pas des motivations morales, éthiques, c'est un sentiment de vengeance. La mort de ses parents le pousse à traquer les criminels, à les éliminer. Alors certes, sa démarche a un caractère moral, il ne s'attaque qu'aux criminels, mais ses motivations sont loin d'être morales. C'est un héros extrêmement sombre qui va très souvent, que ce soit les bandes dessinées ou les films, avoir un côté sombre, avoir un côté agressif, violent,
et il va essayer comme un exutoire, de venger la mort de ses parents en détruisant les criminels qui sont en face de lui. Alors face à ce héros sombre, il va y avoir aussi un certain nombre de héros désespérés qui vont devenir méchants en réaction à une société où ils ne trouvent pas leur place. Alors, je vous prends l'exemple de Gros dans Moi, moche et méchant, où finalement ce personnage va être présenté comme ayant l'ambition d'être le plus grand méchant du monde et qui va en fait s'inscrire dans une démarche de rédemption. C'est le vieux thème en littérature de la démarche initiatique qui va finalement faire aboutir à un personnage beaucoup plus lumineux qu'il n'était au départ, puisque à la fin de ce parcours initiatique, il va finalement renoncer à la méchanceté pour aller vers le bien, vers la défense de la morale et des valeurs éthiques. En philosophie, ces personnages marqués par le mal vont être caractérisés par la pensée de Platon. Pour Platon, nul n'est méchant s'il connaît le bien, c'est-à-dire que le mal résulte directement d'une forme d'ignorance. On ne peut pas être méchant par nature, on va pouvoir devenir méchant parce que l'on n'est pas capable de distinguer le bien du mal. Les personnages qui sont en particulier dans une démarche initiatique vont correspondre tout à fait à la démarche de la maïeutique chez Socrate, où finalement cet apprentissage, cette initiation leur fait découvrir ce que c'est que le bien. Évidemment, ils ne pouvaient pas, selon Platon, être méchants à la base. Ils étaient méchants tout simplement par ignorance et deviennent gentils tout naturellement dès qu'ils sont capables de comprendre cette distinction entre le bien et le mal. Alors, autre profil de personnages méchants, un petit peu différent, c'est les personnages qui sont animés par la peur. Ils ne vont pas véritablement avoir une démarche initiatique pour changer du statut de méchant au statut héroïque, mais ils vont être capables de surmonter leur peur. Nous ne sommes plus tout à fait dans le profil platonicien de l'ignorance et de l'instruction. Nous sommes dans des personnes qui vont finalement révéler une forme de courage tout au long de l'intrigue, qu'elle soit littéraire ou cinématographique. Je vous prends 2 exemples parmi d'autres de ces héros peureux se révélant dans la manière dont ils vont surmonter leurs craintes. C'est Finn, l'ancien Stormtrooper dans Star Wars, ou bien, dans Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow. Ces 2 personnages sont fondamentalement peureux, vont au début de l'œuvre avoir véritablement un statut d'anti-héros, peu sympathique, et la manière dont ils vont être capables de se révéler dans leur rôle de héros va se construire finalement tout au long du déroulement de l'histoire. Et enfin, pour finir dans les héros méchants avec un petit bémol, ce que je pourrais nommer les méchants qui ne sont pas responsables de leur méchanceté. Alors je prends 3 exemples de ces héros qui vont finalement développer
un statut de méchant, mais de manière totalement involontaire, par contamination, par une forme de maladie, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. 3 exemples, ce sont les vampires, qui vont être des monstres, mais par contamination. C'est exactement le même statut de la lycanthropie, des loups-garous, qui ne vont pas être responsables de leur statut monstrueux. Et puis, 3e et dernier exemple, c'est les zombies, issus de la tradition haïtienne, qui vont être des personnes victimes de détournement de leur mort afin d'exploitation par des individus plus ou moins démoniaques. 3e grande catégorie de héros, à la frontière entre le bien et le mal, des héros qui vont être gentils, mais qui vont porter en eux une ambiguïté. Alors cette ambiguïté peut avoir plusieurs causes, et la première, qui est une des plus classiques, c'est la tentation. C'est une tentation qui va les pousser à renoncer au bien, ou en tout cas à nous laisser penser qu'ils pourraient renoncer au bien. Alors cette tentation peut être multiple, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'amour, ça peut être le sexe, l'argent, etc. Exemple de héros soumis à une tentation, c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, où cet anneau de pouvoir va lui donner un certain pouvoir magique, entre autres l'invisibilité, mais au-delà de ça, la capacité à rentrer en contact avec un monde des esprits, un monde des ténèbres, qui caractérise une certaine puissance. Dans cette ambiguïté du héros, il va y avoir aussi le personnage de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, qui est clairement un héros animé de sentiments moraux et éthiques, et pourtant dans une démarche criminelle de vol et de cambriolage. Ce personnage, qui lui aussi est dans une structure de souffrance familiale, de rédemption, de vengeance, va faire un choix moral ambigu, puisqu'il va découvrir l'éthique dans quelque chose qui est transgressif par rapport à la loi. Les héros peuvent également sombrer, au moins temporairement, dans le mal, par la faute d'un autre méchant qui va être dans un processus de manipulation à leur encontre. Ces cas de manipulation dans la littérature ou dans le cinéma sont extrêmement nombreux. Je ne prendrai qu'un exemple parmi d'autres, c'est le statut de Superman et de Batman dans le film homonyme Batman versus Superman, où finalement Lex Luthor va manipuler ces deux personnages afin de les faire s'affronter les uns contre les autres et de pouvoir prendre le pouvoir grâce à leur destruction mutuelle. L'intrigue de l'histoire, finalement, est construite sur la manière dont ils vont être capables de se débarrasser de ce méchant manipulateur. Et pour finir avec ces héros ambigus, eh bien, il y a le profil du héros repenti dès le début de l'œuvre. Il s'est repenti, il n'y a pas d'ambiguïté sur sa nature héroïque, mais on le sait dans l'histoire qu'il a eu un passé sombre, et cette rédemption va se faire ou avant le déroulé de l'histoire,
ou alors au tout début. Là encore une fois, je me contente de prendre un exemple parmi de nombreux personnages correspondant à ce profil. C'est le cas des Gardiens de la Galaxie, qui sont tous des repris de justice, qui sont tous d'anciens contrebandiers, avec des sentiments moraux extrêmement ambigus, et qui finalement vont devenir des héros à part entière, défenseurs d'une morale qui les dépasse, en quelque sorte. Et puis enfin, pour finir, il y a dans la littérature et dans le cinéma un type de héros plus rare, mais aussi très intéressant, qu'on pourrait qualifier en philosophie de nietzschéen, des héros qui sont véritablement au-delà du bien et du mal, qui sont dans un mal assumé, dans une sorte de cynisme absolu, et où finalement ce mal va être issu de la pourriture du monde qui l'entoure, et pour bien vivre dans ce monde pourri, il va falloir être aussi pourri que lui. C'est un héros plus rare parce que c'est un héros qui va se trouver récompensé de son mal. Là encore une fois, je vous prends deux exemples. C'est cette famille de collaborateurs dans Le Bombeur, le roman de Jean Dutour. Monsieur le général de la commandanture de l'Opéra, j'ai l'honneur de venir vous dire qu'il se passe dans le 20e arrondissement des agissements qui révoltent le cœur honnête du peuple français. Le prisonnier de guerre, l'écuyer Léon, non content de se sauver de son stalag, se cache chez sa mère, l'écuyer Joséphine, 21 rue Pandolphe, 20e arrondissement, 3e étage. Recevez, monsieur le général de la commandanture de l'Opéra, l'expression de mes sentiments. Une Française qui ne signe pas pour des raisons que vous comprendrez. Et puis le héros particulièrement attachant de Pagnol, qui est Topaz, ce parangon de vertu, ce modèle d'honnêteté qui, à force d'être puni de sa gentillesse, de sa droiture, de sa morale, va finir par devenir une sorte de monstre immoral, complètement corrompu et entraînant à la fin son meilleur ami, tout aussi moral que lui, dans sa noirceur. Il est heureux que tu aies quitté l'enseignement, car si tu redevenais professeur de morale... Sais-tu ce que je dirais à mes élèves? Mes enfants, les proverbes que vous voyez au mur de cette classe correspondaient peut-être jadis à une réalité disparue. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne servent qu'à lancer la foule sur une fausse piste pendant que les malins se partagent la proie. Si bien qu'à notre époque, le mépris des proverbes, c'est le commencement de la fortune. Si les professeurs avaient eu la moindre idée des réalités, voilà ce qu'ils t'auraient enseigné. Et tu ne serais pas maintenant un pauvre bougre. C'est un héros particulier. On est presque soulagé dans cette œuvre qu'il renonce à la morale tant elle a pu le faire souffrir. Je vous propose de nous retrouver très bientôt donc pour parler
de deux autres méchants correspondant à ces profils divers, le Joker et Hannibal Lecter.